Bienvenue tout le monde à l'Informel et notre invité cette semaine est Christian Lafleur qui est coproducteur d'un nouveau documentaire intitulé « Des vies à vivre » dans lequel 3 personnes partagent leurs expériences avec le suicide. Le documentaire offre aussi des témoignages touchants des personnes qui vivent avec cette difficulté et laisse les auditeurs avec un message d'espoir. Christian, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir me rencontrer aujourd'hui pour discuter du documentaire dont tu es un des producteurs. Merci, ça me fait plaisir. Ben, je suis content que tu prennes le temps parce que c'est un sujet qui est important de parler. Je pense que c'est ça le but, dans le fond, de pourquoi vous avez rentré dans ce projet-là. Mais à la base, du documentaire, tu n'avais jamais fait ça. Donc, pourquoi s'être lancé dans un projet comme celui-là? D'une part, parce que j'ai toujours été intéressé par le cinéma, mais principalement parce qu'on était à la retraite tous les deux, ma conjointe et moi, Céline Lécuyer, puis on cherchait un projet et on se disait, on avait travaillé comme enseignant au cégep de l'Outaouais. Céline a été aussi conseillère pédagogique. Et on se disait, on avait travaillé, entre autres, on a mis en place un réseau de sentinelles en prévention du suicide au cégep. Ça, c'est en 2012-2013 qu'on avait commencé. Et là, on se disait, on a comme développé, on avait un intérêt évidemment par rapport à ça. Et on voulait comme poursuivre de ce côté-là. Puis moi, j'ai enseigné, entre autres, auprès des étudiants en éducation spécialisée, l'intervention de situation de crise. Okay. Fait que tu es quand même outillé pour s'attaquer à un sujet comme celui-là. Tout à fait. J'avais beaucoup lu. Avec Monique Séguin, entre autres, qui est professeure à l'UQO, on a écrit un livre en 2008, puis dans lequel on donnait évidemment du contenu théorique, mais aussi il y avait une vidéo qui montrait comment un intervenant qui accueille quelqu'un qui est en crise suicidaire, comment l'aider. Et en 2016 aussi, on a créé un site Internet qui montre 4 interventions différentes et qui est sur le web, avec Marc Martineau qui s'est joint à nous. À 3, on a monté ce site-là, financé par un organisme CCDMD, qui finance les programmes du cégep. Alors, c'est un peu tout ce cadre-là, pendant plus de 15 ans au moins, qu'on a travaillé là-dessus, puis qu'on se disait, on peut-tu faire quelque chose? Puis ce qui nous préoccupait, c'était, monsieur, madame, tout le monde, quand on se retrouve devant quelqu'un qui est en crise suicidaire ou qu'on le sent, qui ne va pas bien et qu'on est inquiet pour cette personne-là, c'est comment pas se sentir impuissant. Puis on se disait, il y a moyen de faire quelque chose pour aider les gens. Parce que j'imagine que quand quelqu'un vit ou voit un proche, un ami, peu importe, dans une situation de détresse, c'est le premier sentiment qu'il doit vivre, ça va être ça, l'impuissance. Ah, tout à fait. On a peur. On sait pas comment réagir. On veut évidemment pas que la personne qu'on aime pose un geste suicidaire. On peut se sentir coupable. On a vraiment toutes sortes d'émotions. Puis ce qui... et souvent, certaines personnes peuvent, à cause de ça, peut-être pas nécessairement savoir quoi faire. Mm-hmm. Alors là, dans le cadre du documentaire, on voulait donner des pistes de réflexion, de solutions. On voulait aussi beaucoup briser les mythes par rapport à ça. Mm-hmm. Dans le documentaire, Monique Séguin, entre autres, dit c'est pas une question, c'est pas parce qu'on est fou, c'est pas parce qu'on prend ça au suicide, et c'est pas parce qu'on est lâche ou courageux. Donc, on voulait défaire des mythes beaucoup. Alors, c'était un peu l'esprit dans lequel on voulait faire pour la population générale. Oui. Mm. Parce que, puis pour rajouter à ce que c'est Monique, hein, c'est ça? Monique Séguin, oui. Qui disait ça, ce à quoi tu viens de faire allusion. Stéphanie va dire aussi, tu sais, elle lève sa robe, elle dit à un moment donné, on ne voit pas une jambe cassée. Mais est-ce que justement, on n'est pas dans un monde où on est comme pas, moi je dirais ça, on n'est comme pas prêt, on dirait, à accepter encore la maladie mentale, dans le sens que il n'y a pas personne qui va appeler au bureau pour dire je file pas, je suis triste aujourd'hui ou je suis à l'envers. On va appeler au bureau, on va dire je rentre pas parce que j'ai mal à la gorge ou je tousse. Tu comprends? Exactement. Alors, il y a encore beaucoup de préjugés. Puis elle le dit très bien, comme tu le soulignes. Alors, quand c'est une blessure qui est physique, qu'on peut voir, qu'on a peut-être déjà expérimenté de façon concrète,
il n'y a pas de préjugés par rapport à ça. On va même être souvent soutenant. On va même offrir de l'aide concrète rapidement, spontanément. Quand on est dans les blessures de l'âme, encore là, il y a beaucoup de tabous. Ça crée de la peur, ça crée de l'angoisse. Il y a des jugements, c'est clair aussi qu'il y a beaucoup de jugements encore. Ce qui me fait espérer, c'est qu'on en parle beaucoup plus qu'avant. Ouais. Et la pandémie, c'est vrai. La pandémie a énormément... Ça a été un des effets bénéfiques, c'est-à-dire que les gens sont un peu plus à l'aise de parler de ce qu'ils ont pu vivre, sans que ça soit encore, je pense, il y a encore du travail, du progrès à faire, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a eu un passage de ce côté-là, ou lorsqu'on l'ouvre. Et ce qui me fascine à chaque fois, c'est que quand on arrive à en parler dans un contexte, et quand on a présenté le film déjà, on dirait que ça ouvre le dialogue. Et c'était ce qu'on voulait faire. On était très heureux de la réaction. On l'a présenté en première au Cégep de l'Outaouais en septembre dernier. Et les gens sont restés après pour l'échange qu'on a eu avec le public. Il y avait Benoît et Joanie qui participent au documentaire. Il y avait Carl et nous. Et là, il y avait comme si c'est enfin, on peut le dire, on peut parler de ce qu'on ressent, on peut parler de moments où on va pas bien et on se sent compris. Parce que la question qui est toujours sur la table, c'est est-ce que je vais être compris ou je vais être jugé quand ça se produit? Et là, je pense que ça dépend peut-être de notre bagage personnel, qui va faire la différence. Oui, parce que ça revient souvent aussi dans les témoignages que ils vont dire si tu n'as jamais vécu ça, tu ne le sais pas. Ou si tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas savoir. Il y a beaucoup d'intervenants qui disaient ça. Donc, ça semble être un thème qui revient parmi les personnes qui souffrent, de dire on ne peut pas me comprendre, ils ne l'ont pas vécu. Pas nécessairement, mais c'est vrai que bien sûr, par exemple, si tu étais un intervenant qui était formé à ça, tu n'as pas besoin d'avoir vécu ça. Tout à fait. Mais le fait d'avoir vécu déjà une crise, pas nécessairement suicidaire, mais une grande souffrance, ce qui arrive, par exemple, qui n'est pas sans être fréquent, mais qui arrive quand même, il y a beaucoup de séparations. Les gens qui se séparent, ça se fait dans bien des cas avec un certain degré de souffrance. Alors, le fait de l'avoir expérimenté, par exemple, on peut supposer que quelqu'un qui l'a vécu, quand il voit quelqu'un d'autre qui passe par cette épreuve-là, il comprend tout de suite. Alors, c'est sûr que le fait d'avoir vécu une certaine souffrance, quelle qu'elle soit, va nous rendre plus... nous sensibiliser davantage. Ça nous ramène à ce qu'on a vécu, ça nous ramène à notre souffrance, ça nous ramène aux besoins qu'on ressentait à ce moment-là. Et c'est souvent assez simple, en fait. Quand quelqu'un va pas bien, la première chose à faire, c'est de l'accueillir. C'est pas d'arriver avec des solutions. Quand quelqu'un va pas bien, c'est simplement de l'encourager à nous parler de ce qu'il ressent. Ça, on voulait l'ouvrir dans le cadre du documentaire. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde qui se sent outillé pour le faire, mais quand tu es quelqu'un qui est capable d'écouter, c'est souvent la chose à faire. Tu fais parler. La première étape. C'est la première étape. Et c'est tellement libérateur de pouvoir le faire. Tu dis que ça a été présenté en première au Cégep. Qui était là? Je me demande qui a participé, parce que je trouve que autant des adultes peuvent en bénéficier que des plus jeunes, même si c'est un sujet qui peut être des fois un peu plus difficile à aborder avec des plus jeunes. C'est sûr que nous, pour le film, parce que vous êtes allé aussi, je pense, à Papineauville, c'est ça? On l'a présenté une fois aussi à Papineauville. Okay. Puis on l'a présenté aussi à la base militaire à Longue-Pointe à Montréal. Okay. On a eu une invitation pour aller le présenter là. Et là, on continue de faire des démarches pour le présenter un peu partout au Québec. Parce que la formule qu'on aime bien, c'est on le présente et après ça, on discute avec les gens du public. Il va y avoir aussi une présentation dans le cadre de la Semaine de la prévention du suicide le 8 février prochain à l'Université du Québec en Outaouais. Okay.
au pavillon Lucien Brault. Il va avoir une promotion. Là, on est à préparer la promotion de Percé bientôt. Mm-hmm. Alors, ça devrait... Alors, les gens qui n'ont pas eu la chance de le voir et qui aimeraient rencontrer, entre autres, Benoît. Pour répondre à ta question, il y a Benoît Marcotte, qui était quelqu'un de Hull, qui participe au documentaire. Il y a Joanie Dubois. Joanie, c'est par un contact dans la famille. Et elle est de Montréal. Et il y a Stéphanie Saint-Jean, que plusieurs connaissent déjà parce qu'elle a gagné la Voix 2016, qui sont les 3 participants au documentaire qui ont accepté de nous parler de leur expérience et comment ils se sont sortis de cette crise-là. Ce qu'il faut d'abord, puis j'aurais peut-être dû le faire dès le départ, parce que quand on a fait ça sans financement. Ah oui. Et on en a cherché, on n'en a pas trouvé. Et c'est Carl Bernier. Carl Bernier, qui est l'ancien, qui était autrefois dans la région. Les gens, il y en a plusieurs le connaissent, animateur à Radio-Can. Alors, j'ai croisé Carl à un moment donné et je lui ai parlé du projet. Alors, Céline et moi, on l'a rencontré et ça a cliqué tout de suite. Et le reste de l'histoire, et quand on a décidé de le faire, même si on n'avait pas de financement pour le faire. Et après ça, on avait donc nos 3 participants. On avait aussi leur famille. Parce que ce qu'on voulait, c'est les gens eux-mêmes qui ont vécu cette expérience-là, qu'on voulait qu'ils nous témoignent. Mais on savait très bien qu'ils ne s'en étaient pas sortis seuls. Donc, ce qu'on voulait montrer aussi, c'est les personnes qui ont été près d'eux. Alors, dans certains cas, particulièrement du côté de Benoît et de Joanie, on a leurs parents qui témoignent. Et ils sont formidables. Oui, je pense que c'est ce que j'ai préféré. Puis j'ai trouvé que les parents font preuve d'énormément de courage parce que c'est mauditement pas facile de parler de quelque chose d'aussi personnel que ça. Ils nous ont jetés à terre. Tellement ils ont été d'une générosité. Et comment... je pense pas qu'ils s'imaginaient jusqu'à quel point, parce qu'à chaque fois qu'on l'a présenté, ça a été ta réaction, c'est « Oh my God », c'est vraiment... Eux, par leur témoignage, par l'amour qu'ils démontrent à leurs enfants, par la générosité de nous parler de ce qu'ils ont vécu, qui sont peut-être les 4, sont des coups de cœur. C'est peut-être pas ça que je voudrais dire, mais qui vraiment nous frappent l'imaginaire quand on regarde le film. Oui, puis souvent, je pense aussi n'importe qui dans l'audience qui est un parent va se sentir facilement interpellé parce que... Puis, en quelque part, je trouve que ça fait peur parce que je pense que c'est-tu les parents de Benoît qui ont dit ça, qui disent... ou de Joanie, je pense que c'était Joanie, tu sauras me le dire, qui disait qu'il ne s'en rendait pas compte. Il ne le voyait pas. Fait que comme parent, tu réagis et tu dis « Oh my God, du coup que je ne verrais pas, moi, des signes de mes enfants qui vivent des problèmes. » tu sais. Non, Benoît, il était à 405, il était à Québec, alors qu'il était dans l'Outaouais, donc il ne s'imaginait pas ça à ce point-là. Les parents de Joanie, Pierre et Ginette avaient commencé à avoir des indices, mais ils ne soupçonnaient pas jusqu'à quel point non plus. Alors, pour les deux, les parents et de Benoît et de Joanie, ça a été, quand ils ont vraiment réalisé jusqu'à quel point c'était souffrant pour eux, ça a été un choc. C'est très dur, ça. Puis Monique le soulève aussi dans le documentaire. Monique Séguin a dit comment ça crée de la souffrance chez les proches, bien sûr. Alors, ils ont été drôlement courageux, tous les 4. Le titre, Des vies à vivre. Oui. Comment vous êtes arrivé au titre? C'est super drôle, petite parenthèse, peut-être par rapport, mais en télé, en production télé, production vidéo, les titres, c'est tellement... on se casse la tête tellement à essayer d'en trouver. Je me demandais comment ça a été pour vous autres. En fait, on cherchait... Le film parle d'espoir. Oui, tout à fait. On savait qu'il y avait eu d'autres choses avant, mais souvent, c'était plus... Ça portait sur le deuil. C'est tout à fait légitime de vouloir en parler. Donc, lorsqu'un suicide a été complété, les gens... Il y a eu des films qui parlaient de ce que les gens vivaient après. Mais nous, on voulait parler des gens
s'en sortent, puis un peu effectivement donner de l'espoir. Et je pense que c'est en discutant comme ça, puis il y a une image qui est venue. Puis comme, dans le fond, s'il y a de l'espoir, ça veut dire que les gens vont continuer de vivre. Donc, on se disait des vies à vivre pour les gens qui continuent, qui surmontent cette souffrance-là. Leur vie ils vont avoir plusieurs vies eux-mêmes. Ils vont avoir peut-être, de certaines façons, plusieurs vies à vivre. Puis évidemment, tous ceux et celles qui s'en sortent, ça fait beaucoup de vies à vivre par la suite. Ouais. Ça fait un beau titre, je trouve. Ça représente Merci, bien. Non, mais ça représente bien ce que. Tu sais, des fois, tu vois un titre, il ne va pas nécessairement toujours bien matcher le produit, mais là, je trouve que c'est ça. C'est ça. Je suis content que ça fait plaisir. Mais comment ça a été pour toi, Céline, de vivre cette aventure-là, qui est partie de rien, là, dans le fond, dans l'expérience de documentaire? J'imagine que Carl a dû soutenir beaucoup, là, nécessairement. On a vraiment fermé une équipe, là. En fait, on a commencé en 2017 à réfléchir à ça. Okay. On a trouvé des... Et ce qui est important, je trouve aussi de dire dès le départ, c'est que quand on croit dans un projet, si on y croit vraiment, puis on sait que c'est important, on savait que c'était important ce qu'on voulait faire, on voulait le faire, bien, il ne faut pas lâcher parce que au début, c'était de trouver quelqu'un qui nous... Nous, on n'avait jamais fait ça. Alors, on voulait avoir... on avait une expertise en prévention du suicide. On était capable d'aller chercher des personnes. On voulait trouver un producteur ou une productrice. Finalement, ça n'a pas été possible. Alors là, quand j'ai croisé Carl par hasard, après ça, j'en reparle à Céline, il s'est montré intéressé. Alors, on était rendu 3. On avait les participants. Puis là, c'était en 2018, automne 2018 que j'ai... Donc, ça a été long avant même de vraiment démarrer avec d'arriver de direction. Ouais. Et après ça, on a donc commencé à chercher du financement. On n'en a pas trouvé. On a décidé à l'automne 2019 de le faire juste sans financement. La pandémie est arrivée. Ça a tout ralenti. Là, à un moment donné, on avait prévu d'aller tourner au Lac-Saint-Pierre une fin de semaine, puis on bouclait un certain nombre de choses. Et on est tombé dans le rouge. Ah. Oups. Puis là, on est obligé de repousser ça. Donc, les tournages se sont échelonnés sur une longue période. Moi, ce que je trouvais fascinant, c'est que même quand on vivait du découragement, parce qu'on en a vécu, là, il y a eu des bouts, c'était exaltant, puis on était content. Puis, mais il fallait dealer avec l'incertitude. On va-tu être capable d'aller au bout du projet? Déjà. Alors, Benoît, Joanie, Stéphanie nous ont jamais lâchés. Pour nous, c'est une chance. Parce que les autres, ils ont vécu leur vie continuait. Là. Oui. Puis ils auraient pu dire, écoute, là, finalement, je suis plus là-dedans. Puis tu l'as vu, ils sont une grande générosité, eux autres aussi, comme leurs parents. Ah, c'est des livres ouverts. Là. Alors, je dirais que ça a été des hauts, des bas, mais plus de hauts, évidemment. Et quand finalement on a fini les derniers tournages, ça c'était à l'automne 2021. Alors, Carl s'est mis dans le montage l'année passée, il y a 1 an. OK. Mais c'était difficile. Alors, Carl a été vraiment... parce que lui aussi, évidemment, il a tout fait ça bénévole. Il a fait le tournage et après ça, c'était le montage. Il a fait les 2 étapes importantes, s'occupait du son. Il y avait Micheline aussi, Florent, sa conjointe, qui servait comme directrice artistique et s'occupait entre autres du maquillage. Là, je ne voudrais pas oublier personne. Non. Je trouve que c'est important que chacune des personnes qui ont participé soit soulignée. Et il va être d'accord, je pense que je le dise, mais il a fait un premier bloc de 20 minutes et après, il a fallu qu'il prenne une pause parce qu'il voyait tout... C'était beaucoup d'émotions. D'écouter les gens raconter. Ben oui, je peux imaginer. Puis après ça s'est fait par étapes. Et après ça, on a dit, on y va-tu go? Puis on a fait
on a envoyé à Radio-Canada. Et puis, Radio-Canada a accepté de le diffuser 2 fois. Ça, c'est... C'est à venir. C'est à venir, ça. OK. Mais je suis curieux, quand vous avez approché Stéphanie, Benoît et Joanie, mais premièrement, est-ce que vous aviez en tête, comment c'est venu? Pourquoi ces 3 personnes-là? Là, on cherchait des gens. Alors, Hélène, qu'on voit dans le documentaire, Hélène Tessier, c'est une diplômée à qui Céline et moi, on enseignait. Alors, je l'appelle, puis je savais qu'elle avait travaillé à Maison Réalité. Alors, je lui dis, est-ce que tu connais quelqu'un qui accepterait de témoigner, qui va bien aujourd'hui? Et finalement, elle a joué à réfléchir, elle m'a dit, déjà, je pense à quelqu'un, puis c'était Benoît. Okay. Et Benoît, écoute, l'appelle, puis il me dit, oui, il est venu chez nous. Ça a duré au moins plus que 2 heures. Et là, il nous a partagé ça avec un vrai livre ouvert. Il était enthousiaste à l'idée. Il dit, j'ai le goût de participer à ça. Alors, on était, wow, on était contents. Dans le cas de Joanie, c'est du côté de la conjointe de mon fils, Caroline, qui c'est sa petite cousine. Puis là, il dit, les deux, Louis-Philippe et Caroline, Louis-Philippe, c'est mon fils. Louis-Philippe, il dit, pourquoi tu ne penses pas à Joanie? Parce qu'on cherchait quelqu'un. Et Joanie, spontanément, l'a accepté, ses parents aussi. Alors nous, c'était wow. Et on a cherché d'autres personnes. Puis on a rencontré au moins, il y avait 2 autres personnes qu'on a rencontrées. Mais c'était difficile pour eux. Ils étaient encore dans une période de fragilité. Et c'était peut-être mieux pour eux de pas participer. Parce qu'évidemment, ça fait remonter des émotions. En cas de Stéphanie, c'était plus compliqué parce que quand elle dit « ça m'intéresse, mais il faut que j'en parle à mon agente ». Donc là, à l'époque, ça c'était en 2018, je pense, au début de... On est allé à Montréal, on a passé 2 heures avec son agente, son équipe. Et puis après ça, ils nous ont dit « OK, c'est correct, hein? Vous nous... Okay. » C'était quoi là? Est-ce qu'il faisait preuve d'hésitation, j'imagine, pour l'image? Il voulait protéger. Ben, il voulait qu'il ne connaissait pas. Puis avec raison. Oh, ouais. C'est normal qu'il n'accepte pas n'importe quoi avec n'importe qui. Ben oui, puis on n'était pas. On était. Comme c'était notre première expérience, et c'est qui ces gens-là? Est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce qu'ils vont en prendre soin pendant le tournage? Est-ce que Stéphanie a démontré de l'intérêt aussi du fait que c'était des gens de la région, qu'elle est d'ici? De supporter un projet qui était de chez eux. Ah, peut-être, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que la cause... Je ne sais pas si on l'a interviewé ici à l'émission, elle était dans ta chaise, mais c'est mon collègue Sylvain qui l'a interviewé. Okay. Je n'ai pas tout vu l'entrevue. J'en ai écouté un bout, et c'était... puis en fait, il m'en a fait écouter des bouts, puis c'est une très bonne entrevue, là, si jamais tu as la chance de l'écouter. OK, oui, je vais aimer ça. On en parle des difficultés qu'elle a vécues. Là. Mais je ne sais pas si elle a parlé du film, par exemple. Je ne sais pas si elle a parlé du fait qu'elle avait participé. Parce que tu vois, c'est en 2000... Donc, en 2021, je pense. Fait que, à ce moment-là? Qu'elle a été interviewée ici. Ouais. Alors déjà, on avait fait des tournages, mais est-ce qu'elle en a parlé? Je ne sais pas. Ouais. En tout cas, je serais curieux de revérifier, mais je suis surpris, agréablement surpris de voir qu'il n'y a pas eu d'hésitation chez les participants. Tu m'as dit les parents d'un des deux que tu m'as dit qui avait accepté tout de suite aussi. En fait, dans le cas de Ginette et Pierre, assez. C'est sûr que je ne leur ai pas de... C'est pas moi qui leur a parlé, c'est-à-dire Joanie. Okay. Joanie en a parlé. En a parlé, mais ça n'a pas été long avant qu'on ait des nouvelles. Je pense que c'était un peu plus difficile de convaincre spontanément le père de Benoît. Mais il a dit « pour toi ». Oui, c'est vrai. Là, tu me rappelles parce que... Okay. À un moment donné, ils sont dans un contexte familial. Et puis, Benoît essaie de trouver une façon. Puis finalement, Maurice dit « Pour toi, je vais le faire ». Et c'est fascinant parce que il s'était jamais... On a tourné chez Carl à Papineauville. Mm-hmm. On est dans son jardin. Maurice arrive. Maurice, c'est un ancien... on a été collègues parce qu'il était prof lui aussi au cégep. Okay. Alors, puis Micheline aussi. Donc, on s'assoit, on jase, tout ça. Puis là, on fait le tournage. Et là, à la fin du tournage, Benoît... Puis là, avec toutes les émotions de la journée, Benoît
dit, quand on dit couper, il dit « Je m'excuse ». Et là, ça détend l'atmosphère, on part à rire. Il y avait à la fois une boutade un peu, mais aussi beaucoup une sincérité de prendre conscience de tout ce que ses parents avaient vécu. Mm-hmm. Et après, on en a parlé avec lui, puis il expliquait que ça avait un bel effet sur eux. C'est comme s'il avait bouclé la boucle cette fois-là. Ah, c'est fun. C'est vraiment le fun. Moi, j'avais un cadeau à chaque fois, personnellement, là, c'est de voir que, on disait, si on peut faire du bien avec ce film-là, Mm-hmm. On va avoir atteint notre objectif. Mais même à l'intérieur du tournage, il y a eu des belles choses qui se sont passées pour plusieurs. Et là, de se faire dire, ben moi, ça m'a fait du bien, ou ça a été pour nous aussi un beau cadeau. On a l'impression que ce qu'on faisait, à chaque fois, ça nous convainquait que ce qu'on faisait, ça avait un sens. Ça valait la peine. Ça valait le coup. C'est ça. Puis, est-ce que, quand vous l'avez présenté, est-ce que vous avez eu justement les témoignages des gens qui étaient dans la salle de dire « Wow, c'est venu me toucher au bon moment, c'est venu... » Ça m'a apporté quelque chose. Ça m'a... il y avait une bonne fois, la salle au Cégep était le 8 septembre, on était tout près de 300. Il y a 2 personnes qui ont témoigné. Et une, entre autres, qui disait « Moi aussi, j'ai vécu ça. » Puis qui me disait « C'est important de diffuser ce film-là pour aider à comprendre. » Il y a une autre aussi qui a témoigné quelque chose de similaire. Là. Il y a... puis j'ai appelé un ami que je savais qui avait vécu... J'avais été présent, là, qui allait pas bien. Il dit « Ça m'a fait du bien parce qu'il dit j'ai eu le sentiment... » Parce qu'il est venu, puis il est reparti. Il n'avait pas témoigné, mais après ça, je le rappelle le lendemain. Il dit « J'ai eu l'impression d'être compris. » Puis de moins me sentir seul. Encourageant aussi pour les gens qui ont travaillé là-dessus, d'entendre des choses comme ça. Il faut que je t'arrête juste quelques secondes. Oui. Christian, je m'en excuse. Il faut que je dise merci aux gens qui nous écoutaient via ma TV ou ta web. Malheureusement, on arrive à la fin de nos 30 minutes. Mais je vous encourage à aller nous suivre sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aller au tvc.qc.ca aussi. Vous allez trouver tous les liens nécessaires. Sinon, vous pouvez nous emmener avec vous autres sous forme de balado-diffusion. On est sur Apple Podcasts, Spotify et SoundCloud, je vous le rappelle. Donc, un gros merci d'avoir été à l'écoute. Et puis, je vous invite à nous suivre la semaine prochaine aussi. Moi, j'imagine que c'est encourageant aussi pour tous ceux qui ont travaillé de voir ça marche. T'sais. Ah, c'est fou parce que c'est après le cégep, puis là, il ne faudrait pas que j'oublie Alain Lapointe aussi. Je ne l'ai pas dit, j'aurais aimé ça le dire dans la première. Alain Lapointe, parce qu'on cherchait de la musique. Ah, ben oui, c'est vrai. Et on dit un bon film, ça prend de la musique. Ça prend des belles images, ça prend du contenu, on l'avait. Ça nous prend... Et Céline, ma conjointe, elle était amie adolescente d'Alain Lapointe, des bébés. Et Alain, il l'appelle, puis il dit c'est un bon temps, je voulais me remettre à la musique après le décès de Patrick et de... Là, j'ai un blanc. De l'autre membre des bébés, là. Ah, ben je savais pour Patrick, mais je ne savais pas qu'il y avait un autre membre. Oui, le batteur. Oui. Oui, il est décédé aussi. Alors, les deux sont décédés. Alors, il restait Alain. Alors, Alain, pour lui aussi, ça a été un beau cadeau cette année-là. Qu'il nous a dit. Donc, on a eu l'impression à chaque fois que ça aidait ça a permis à des personnes de vivre quelque chose de le fun. Puis là, j'ai perdu... je suis désolé, j'ai perdu le sens de ta question. Ben, on discutait... Oui. Ça aidait les gens. Alors, on a eu donc de beaux témoignages durant la soirée. Il y a des gens qui sont venus nous voir après, puis qui nous ont partagé. Aussi à Papineauville aussi, on a vécu la même chose. C'est que les gens viennent nous voir avec, ils sont émus. Il y a quelqu'un à un moment donné qui nous dit « J'avais des préjugés, j'en aurais pu. » Non, tu dis, ben, c'est fort. Là, je trouvais ça fort qu'ils me disent ça. Je dis, OK, wow. Je suis content parce que c'est ça qu'on veut. On veut ouvrir le dialogue, on veut permettre aux gens de... Ben, ça fait un peu comme mission accomplie, je trouve. Oui, j'ai quelqu'un que je connais qui est allé voir Benoît, c'est un ami, et jamais il parle de ça, puis il a parlé d'une situation d'un proche qui s'est suicidé, puis que c'était évidemment très difficile. Il fait jamais... Alors,
il fait jamais ça. Il est allé... Alors, c'était notre objectif, c'est d'ouvrir puis de permettre d'en parler. On l'a senti que c'était fait, que ça avait eu cet effet-là. Spontanément aussi, ce qui a été assez formidable, parce qu'on a fait une avant-première juste entre nous, les artisans et des amis. Parce qu'il y a bien des amis qui nous ont entendus en parler longtemps. Ouais. Puis ils disaient, ouais, eux autres leur film. Tu sais. Et après les 2 fois, la foule, tout le monde s'est levé. On était une quarantaine au 4 jeudi qui nous avait permis d'avoir la salle, d'avoir faire la salle. Puis on était à l'auditorium du Cégep. Dans les 2 cas, la foule se lève et applaudit. Et là, à ce moment-là, particulièrement Benoît, Joanie, Stéphanie ne pouvait pas être là les 2 fois, malheureusement. Mais dans le cas de Benoît et de Joanie, c'était de l'amour qu'ils ont reçu, là. C'est fou. Et c'était aussi pour tout le monde qui vit quelque chose de difficile, du sentiment, on n'est pas tout seul. Et c'est ce qu'on voulait. Puis pour Benoît, Joanie et Stéphanie, est-ce qu'eux autres, ça leur a apporté, est-ce qu'ils ont témoigné de quelque chose, ça aurait pu leur apporter de participer au film en tant que personne pour encore davantage exorciser, entre guillemets, ce qu'ils ont vécu, tu sais? Bien, ce qui est intéressant, Joanie, elle dit dans le film, ben là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, brise peut-être un punch, mais elle ne voulait pas dire au départ qu'elle était bipolaire. Et ce que j'ai senti, c'est que ce qu'elle a ressenti durant le tournage, ça c'était une fin de semaine du mois d'août 2021. On était 2 jours et demi, 3 jours ensemble. Ça a été pour elle. Puis à chaque fois qu'on s'est revus, j'ai senti que ça y avait fait du bien. Je la sentais, puis elle se sentait bien. Parce que c'était ça, je pense, qu'on créait au moment des tournages, le sentiment qu'on faisait, que tout le monde est... Il ne faut pas pousser trop fort, mais on est un peu comme une petite famille entre nous. C'était le fun. Puis pour Benoît, c'est le sentiment qu'il fait... Il est président de la Maison Réalité depuis plusieurs années. Et pour lui, c'est une façon de continuer, de redonner. Parce que Benoît, il dit, moi, j'ai l'impression de redonner. J'ai beaucoup reçu de la Maison Réalité, j'ai beaucoup reçu des intervenants puis de mes proches. Maintenant, j'ai l'impression que je peux redonner. Alors, ça, il était content. On a parlé des parents, puis une chose qui m'a beaucoup frappé, c'était... il semble y avoir un gros sentiment de culpabilité. Oui. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit souvent chez les proches? Puis là, on s'entend, ils n'ont pas passé à l'acte. Ou du moins, sinon, il y a eu des tentatives. Puis ça n'a pas été complété. Ça n'a pas été complété, tu sais. Je ne peux pas m'imaginer à quel point s'il fallait que ça ait été plus loin. Là. Et ça aurait pu. Mais dans le cas de Benoît, ce qui est intéressant, entre autres, c'est lors de puis il l'a fait particulièrement à Papineauville, il a clairement dit... mon père n'est pas juste envers lui, parce que son père l'a accueilli pendant 1 année. OK. Puis plus qu'une fois. Puis à un moment donné, il a dit, Benoît, il faudrait que... Là, je dis, je ne peux plus t'aider, je ne peux pas aller plus loin que ça. Il faut que tu ailles chercher de l'aide ailleurs. Et c'est là qu'il a commencé à rester, recevoir des services de la Maison Réalité ici, si je ne me trompe pas. Les gens qui vont écouter le documentaire, ceux qui ne l'ont pas vu, ceux qui ne l'ont pas vu, écoute, ils ont été présents. Alors, qu'ils se sentent coupables, oui, qu'ils se sentent démunis, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été là. Moi, je les trouve extraordinaires, les 4 qui témoignent, là, parce que ça prend du courage. Mais qu'on se sente coupable, c'est sûr, parce que c'est nos enfants. Hein. J'en ai 3. Quand il leur arrive quelque chose... on veut leur bien de temps. On veut leur bien. Et on se demande toujours, j'aurais-tu pu faire les choses autrement? C'est peut-être... Mais il y a un des parents qui dit justement, on travaille avec les outils qu'on a. Oui. Ça, j'ai trouvé que c'est une phrase poignante. Oui, choc, parce que... puis moi, je me trouve bien chanceux parce que à mon âge, j'ai 45 ans. Puis, tu sais, je fais toujours la même joke. Quand on sort de l'hôpital, ils me donnent un petit manuel. Tu sais, c'est le mieux vivre, je pense. Le guide du mieux vivre. C'est ça, ouais, bon. Avec son enfant. Oui, c'est ça, exact. Fait que c'est un petit peu exagéré. Tu sais, il n'y a pas de manuel d'instruction comment être parent, mais déjà, on est beaucoup plus outillé, moi, à mon âge, que j'ai eu des enfants, que, mettons, mes parents. Ben oui.
Mais ça ouvre la porte à la discussion, à dire est-ce qu'on est comme société, comme parents, comme éducateurs, comme peu importe, amis, peu importe, est-ce qu'on est vraiment outillé? Ben, je pense que non. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour justement être mieux outillé pour revenir à ce qu'on disait au début de notre conversation, pour réagir en situation de crise ou même pas se rendre là avant ça, pour pas avoir à vivre ces situations-là. Tu sais. C'est fascinant parce que tout le long des études primaires, secondaires, nos enfants voient, puis moi aussi, quand j'étais à l'école, on voit toutes sortes de choses. Et bon, je connais pas le détail du contenu des cours mais je me rappelle plus, là, ça a tellement souvent changé de titre, mais il y a des cours un peu qui permettaient de parler un peu de toutes sortes de choses. Là, mais, aujourd'hui, ils ont éthique. C'est-tu éthique, oui. Je ne sais pas s'ils parlent vraiment, mais il me semble qu'il devrait avoir un grand bloc sur le rôle de parent. Puis aussi, nous, en éducation spécialisée, moi, j'ai donné des cours de communication. Pendant 45 heures. On faisait faire mais c'était beaucoup sur la découverte. Il y avait plein d'éléments de découverte de soi. Puis on avait 90 heures de cours sur le développement. Puis je me disais, mon doux, il arrive au cégep et soudainement, c'est des grandes découvertes. Pourquoi il n'y a pas des cours similaires au secondaire pour préparer les jeunes à la communication spécifique et aussi beaucoup sur le développement? Et tu l'abordes, la question. Moi, je trouve que c'est un continuum. Tout ça, tu peux pas te détacher les uns des autres. Communication, développement et rôle de parent. Il y a un grand nombre des jeunes qui vont se retrouver, qui sont au secondaire, qui vont se retrouver parents et qui, mis à part ce qu'ils ont reçu de leurs parents, n'ont aucune idée. Ça serait quelque chose de drôlement utile, je trouve, dans notre société qu'on ait ça. Parce que c'est tout un défi d'être parent. Puis on a beau essayer de dire... Tu sais, quand quelqu'un nous annonce qu'il va être parent, là, personne ne pète la banoune, on est tout heureux avec raison. Oh, ouais. Mais les nuits sans dormir, les crises de Trouble 2, qu'ils disent. Là. Terrible 2. Terrible 2. Je dirais pas c'est quoi à 4 ans. Tu te dis, on passe tous par là comme parents, puis souvent, effectivement, on fait de notre mieux. Peut-être que si on était un peu plus préparé, ça serait peut-être un peu plus facile. Ouais. Ben ça fait partie des choses qui est dit dans le documentaire qui ouvre justement à la conversation, puis ben c'est ça, avoir un horizon, un éventail différent d'outils puis de ressources à aller chercher. Ce qui m'amène à penser justement, je l'ai-tu noté? Je pense que j'avais noté, là, sinon tu vas sûrement pouvoir me... Ah non, je l'ai ici. Lorsqu'on parle d'accès à l'aide professionnelle, c'est extrêmement difficile. Oui. Puis j'ai trouvé ça, puis ça j'en étais très conscient parce qu'on l'entend, c'est médiatisé. Bon, les professionnels en santé, ils débordent, il n'y a pas de place, il y a des files d'attente. Puis là, j'ai pas noté le nombre de personnes qui le dit, mais elle parle d'attente de 6 à 24 mois. On s'entend que 24 mois, là, puis je te l'ai dit quand on l'écoutait, tu sais, si tu attends 24 mois, puis du moment que tu as appelé pour avoir de l'aide, on s'entend que ça fait longtemps que tu le traînes. Fait que tu es dans une situation vraiment... c'est parce qu'au moment où tu demandes de l'aide, il faut que ça se fasse, là. Les gens peuvent attendre un petit bout de temps, mais souvent, les gens... Ils ont tendance à attendre trop longtemps. Ils attendent trop normal, longtemps. C'est en détresse, tu sais. Puis tu sais pas quoi faire. Puis au moment où tu demandes, là, t'es prêt, là. Ouais. Puis... c'est là qu'elle parle de fenêtre d'opportunité. Oui, elle fait ça comme ça. Oui, je l'avais pas vu comme ça, mais c'est vrai pareil, parce que là, avant, il était pas prêt, fait qu'il n'y a pas d'opportunité. Là, il appelle, là, il y a une fenêtre, puis si tu attends trop longtemps, la fenêtre se referme. Ça, j'ai trouvé ça vraiment révélateur comme explication. Là. Puis ce que ça nous dit, c'est qu'on peut pas... Bon, c'est sûr que... elle, comme psychologue, c'est Karine Gauthier, qui est présidente de la Coalition des psychologues du secteur public. Elle a écrit plusieurs fois dans la presse là-dessus. Puis à un moment donné, elle faisait un calcul
compte tenu qu'aux urgences, je ne sais pas, je ne veux pas dire de chiffres parce que, mais je sais qu'il y a un nombre important de gens qui viennent consulter puis qui ont des troubles de santé mentale, parfois en crise. C'est très mobilisateur pour le réseau des urgences puis du système. Mais si on avait... Donc, si on investissait dans l'engagement des psychologues, on s'ouvrait, on ferait plus de gains en bout de ligne. Alors, le montant qu'on prendrait, on finirait par économiser plus. Alors, et évidemment, là, dans tous les secteurs de la société, quand on n'investit pas suffisamment en prévention, en santé mentale, ben on le paye en bout de ligne. Puis, malheureusement, c'est comme si on disait à quelqu'un qui s'est cassé une jambe, je m'excuse, mais viens dans 2 mois. Ouais. Là, pour l'instant, on n'a personne pour te soigner. Alors, on minimise un peu l'impact d'une souffrance psychologique par rapport à une souffrance physique. Ce qui revient au point que je soulignais tantôt. Que comme société, on n'est comme pas prête à l'accepter ou à le voir ou à lui donner l'importance que ça devrait avoir. Alors que, en fait, quand on se met à regarder autour de nous, puis si on ouvrait, probablement qu'on réaliserait que la plupart des gens, on ne peut pas passer une vie sans qu'à un moment donné, on soit confronté à des difficultés importantes. Et si on avait autant de services en santé psychologique qu'on a en santé physique, bien, probablement qu'en plus, ça serait moins long. On résoudrait probablement plus rapidement les difficultés. Puis il y aurait moins de congés maladie au travail. Il y aurait... tout le monde, je pense que on aurait des impacts bénéfiques énormes, je pense, comme société. C'est clair. Ouais. Puis peut-être aussi, puis ça, c'est quelque chose que je ne savais pas à propos de Stéphanie. Elle dit que elle avait des difficultés depuis l'âge de 8 ans. Oui. Donc, des services, c'est pas juste au moment où tu es en crise, rendu à 30 ans, tu sais, qu'il devrait y avoir puis je ne sais pas quelle forme ça pourrait prendre, mais quelque chose pour aider les jeunes, là, pour pas qu'ils en viennent à ça. J'ai vu dans les écoles, justement, que certains profs, je me sais peut-être en éducation physique, ou sinon c'était dans la classe, je ne sais pas, mais ce qui faisait, exemple, de la méditation avec les enfants, quelque part, il faut que ça commence là. On fait beaucoup la promotion d'activités physiques à l'école pour que les enfants bougent. C'est bon pour la psychologie aussi. Mais il y a plus que ça, je pense, qui pourrait être fait. Puis je pense à Stéphanie qui dit, moi, à 8 ans, je vivais ça. Je suis comme, oh mon Dieu! Moi, à 8 ans, là, à 8 ans, j'avais du fun. Ben oui, c'est ça. À 8 ans, tu n'es pas censé, normalement, passer par ça. Non. Alors, quand ça arrive, puis il y a effectivement ça, dans les milieux scolaires, il y a un bon nombre d'enfants qui ont des besoins. Ben, s'il y a suffisamment de services pour les accueillir, ça veut dire des travailleurs sociaux, des psychologues et des éducatrices spécialisés. S'il y avait une équipe suffisante, ben, ces enfants-là, peut-être que seraient mieux encadrés et outillés. Et ça ferait une énorme différence en bout de ligne, c'est sûr. Je ne me souviens pas qui a dit ça dans le documentaire, mais il y a quelqu'un qui disait je suis une personne, je ne suis pas une maladie. Oui, c'est Hélène qui dit ça. C'est Hélène qui dit ça. Donc, de ce que j'en... qu'est-ce qu'elle voulait dire par ça? Ben, c'est parce que quand quelqu'un dit j'ai un trouble je suis bipolaire, les gens peuvent avoir comme réaction de voir d'abord qu'ils sont bipolaires avant de voir qu'ils sont d'abord un être humain. Okay. Alors, dans le cas de Benoît, moi, je vois Benoît, quand je vois Benoît, là, je vois la personne avec tout ce qu'il est, ses forces et aussi, comme moi, des limites. Alors, c'est ce qu'elle veut. Donc, c'est pas le trouble de santé mentale qu'on voit en premier, c'est la personne dans toute sa richesse. Puis je voudrais revenir sur le point précédent parce que je ne veux pas créer de... Il y en a actuellement des services, je sais qu'il y a des psychologues, des travailleurs sociaux, des éducatrices, éducateurs, qui se donnent, qui se dévouent c'est de façon extraordinaire auprès des enfants, au primaire, au secondaire et ailleurs. Ce que je pense, c'est qu'il n'y en a pas assez. Je pense qu'il serait d'accord avec toi. Je serais d'accord. Okay. Ouais. Je ne voulais pas donner l'impression que... Non, je pense pas que ça c'était ça, là? Non, du tout. Ça paraissait pas comme ça non plus. Mais tu as tout à fait raison. Moi, pour avoir discuté, j'ai eu affaire à un moment donné avec une TES, puis
le nombre de temps qu'elle pouvait donner à des cas, puis qu'elle me disait à quel point on aurait besoin d'en faire plus, puis c'est malheureux, mais pas capable, tu sais. Puis quand je formais des étudiantes, on les voyait en supervision de groupe, et combien de situations qu'elles me racontaient comme stagiaires, elles allaient en stage, et ils donnaient un coup de main. Et combien de fois, lorsqu'elles nous partageaient leur vécu, racontaient comment, dans des gestes de la semaine, à chaque fois, mettons, ils étaient en stage, par exemple, du lundi au vendredi, au jeudi, et le vendredi, ils venaient nous voir. Et là, ils nous disaient, ben lundi, j'ai fait ça auprès de tel jeune, il s'est passé ça. Ils nous racontaient, puis leur présence faisait une énorme différence dans la capacité de ces enfants-là à vivre leur quotidien. Ça donnait et ça les aidait à s'intégrer en classe, ça les aidait dans le cours d'école, ça soutenait le professeur dans son enseignement avec cet enfant-là et aussi avec toute l'équipe. Alors, c'est ça. Pour toi et Céline, qu'est-ce que ça vous a apporté comme personne de passer à travers cette aventure-là? La première chose, c'est des très belles rencontres. On a rencontré des gens formidables, puis qui nous ont permis je dirais, comme être humain, d'apprendre, puis de nous dépasser dans la découverte de ce qu'eux ont vécu. Ça a été aussi au plan professionnel. Nous, tu l'as dit tantôt, c'était notre premier documentaire. On espère en faire peut-être un autre. C'était ma prochaine question. Ben, ça serait fun. Après avoir eu l'expérience, on peut faire encore mieux. Mais ça a été à travers... à chaque étape, c'était... Parce que quand on a décidé, OK, on le fait, bien là, Carl, il dit, moi, je m'occupe de tout le côté cinéma. Mais il dit, vous autres, vous occupez de la production. Donc, coordonner tout. Alors, c'était le craft aussi. Carl nous a dit la première fois, il dit la chose la plus importante quand on fait un film, c'est le craft, c'est la bouffe. Alors, Céline, c'est une cuisinière hors pair, donc elle préparait la bouffe, que tout le monde soit heureux. Alors, on a appris au plan technique, on a appris au plan du cinéma, de comment tourner, comment se faisait un tournage. On a encore plein à découvrir parce que c'est un petit film. Puis ça a été toutes les démarches de coordination pour les films, puis avec Radio-Canada aussi pour avoir les droits. Puis faire les démarches pour avoir les droits de la chanson, parce qu'à la fin du film, c'est la chanson de Ma chambre écrite par Pierre Lapointe. Il fallait communiquer avec les productions J. Ça a été un peu compliqué, mais les droits... les droits de la voix, parce qu'il y a les images de la voix. C'est vrai. Là, ça nous prenait une avocate. Parce qu'elle cautionnait que... Donc, il fallait qu'elle regarde tout le film et elle voit... Alors, à un moment donné, par exemple, dans une des scènes, quand Benoît prend le vélo, on voit une plaque de voiture. Il fallait enlever ça. C'est des détails, là, mais c'était des affaires dans le même. Donc, à chaque fois, il y avait un paquet de choses qu'on ne soupçonnait pas. Et ce que tu découvres, c'est que quand on regarde un film à télé ou une série ou une émission, le travail qu'il y a derrière ça, c'est fascinant. Alors, les professionnels, là, c'est quelque chose là, qui font ça. Le plaisir de créer, moi, c'était ça aussi. Tu pars d'une idée, là, puis tu l'amènes jusqu'au bout. Puis tu fais à travers ça des belles découvertes, des belles rencontres. Du travail. Moi, ce que j'aime, c'est le travail d'équipe aussi. C'est-à-dire que ce soit Alain pour la musique, Monique et Karine comme spécialistes, Carl comme réalisateur, nos 3 participants et leurs proches, chaque fois, c'était de mettre ça en commun. Quand on a fait la présentation au Cégep, on était une douzaine après ça à la maison. On s'est retrouvés, puis il faisait un peu froid. On a une espèce d'abri, on a fermé les stars, on s'est sorti du vin, là. Et puis, c'était un moment de pur bonheur, je dirais, de dire, hey, tout le monde a vécu une belle expérience, tout le monde est heureux. On est là, on vit ça. Ça, c'était le fun. Ouais. Mais il n'y a pas... je dis souvent que... puis moi, j'étudie en cinéma, puis j'ai fini en télé, là, mais bref, ça pour dire que j'ai toujours trouvé que c'était
le médium qui avait la plus grande collaboration, parce que tu as de tous les métiers là-dedans. Puis là, dans le documentaire, c'est une chose, mais après ça, si tu vas plus loin, tu es obligé d'avoir des gens qui sont bons en dessin, tu es obligé d'avoir du monde en musique, tu as des sculpteurs, tu as tellement de tout. Puis le travail d'une collaboration, il n'y a rien de plus satisfaisant, je trouve, que de créer juste quelque chose par soi-même. C'est pas la même chose. Fait que, je peux imaginer là, comment est-ce que c'était gratifiant là, à la fin. Les gens qui veulent en savoir davantage, où on peut retrouver l'information? Alors, il y a un site Internet qui s'appelle Des vies à vivre. Okay. .ca. Okay. Nous aussi, est-ce que je donne nos coordonnées téléphoniques ou courriels? C'est toi, qu'est-ce que tu es à l'aise? Mais je me dis, c'est bon. Ou sinon, est-ce que vous avez une page Facebook? Où est-ce que les gens peuvent y a tout ça? Oui, il y a une page Facebook Des vies à vivre aussi. J'imagine que l'information va être diffusée là pour savoir quand est-ce que ça va arriver à Radio-Canada, les gens qui vont vouloir l'écouter, ou quand vous allez faire d'autres présentations publiques, s'il y en a d'autres qui s'en viennent. Alors, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, il y en a une le 8 février. Oui, c'est vrai. À l'UQO. On ne sait pas encore les dates de diffusion à Radio-Can. On termine les choses à faire pour que le dossier soit complété. Alors, on devrait le savoir dans les prochaines semaines et on va le mettre effectivement sur le site desviesavivre.ca. Et évidemment, je ne peux pas donner mon nom, Christian Lafleur. Et puis, notre courriel, c'est desviesavivre@gmail.com. S'il y a quelqu'un qui va nous écrire pour avoir plus d'informations. Excellent. Christian, c'est un plaisir de discuter avec toi. Bravo à toi et toute l'équipe pour ce beau projet-là. Puis je souhaite beaucoup de succès. Je te remercie beaucoup pour cette entrevue. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.